puisque je vais d'abord un tout petit peu présenter quand même les épisodes précédents. Bon, cet exercice que j'accomplis avec mes amis, c'est ce que j'ai accompli toute ma vie, et l'écriture que je pratique est vraiment faite, en tout cas naturellement et principiellement pour être lue et pour être partagée avec ceux qui m'entourent. Et c'est comme ça que ma vocation poétique s'est commencée et se continue. Et donc, merci à tous. Et donc, un immense merci à Eric de nous accueillir ce soir. Pour donner à ma vocation poétique la taille qui convient à un travail sur la phrase, j'ai choisi comme objet le plus important de tous, à savoir le monde. Mais ce monde, justement, est l'objet dans mon livre, d'un doute, à savoir que ce monde que nous habitons, peut-être ne l'habitons-nous pas vraiment, puisque nous habitons la culture, nous habitons ce que j'appelle dans mon livre la tourbe. C'est-à-dire ces végétations parasites qui, sur le sol, construisent des empilements végétaux qui se nourrissent les uns des autres, un peu à la façon dont la culture, couche sur couche, se nourrit de ce qui précède et le parasite. Et je fais de cette tourbe l'occasion de dire, poétiquement, mais aussi narrativement et historiquement, que, d'une certaine manière, nous n'avons peut-être pas vraiment jamais habité la Terre. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait jamais habité la Terre, et pourquoi, dans le fond, aurais-je eu besoin de penser de raconter, plutôt que de la penser, cette tourbe? Parce que, c'est la première phrase du livre, il y a dans le monde un objet de plus. Un objet de plus qui est à la fois une bénédiction et une malédiction pour le monde, parce que s'il est un objet de plus, c'est qu'il est radicalement étranger au monde, et que, radicalement étranger au monde, il propose au monde, d'une certaine manière, la possibilité de son dépassement. Et je ne cacherai pas que cette possibilité d'un dépassement est très profondément inscrite dans ce que j'ai été capable de comprendre de l'étude juive que je pratique, de l'étude talmudique que je pratique, de l'étude biblique que je pratique. Et cette étude biblique et talmudique, elle raconte, comme scène primitive de l'histoire dans laquelle nous sommes encore engagés, une scène familiale fondamentale entre Jacob et Ésaü. Et la scène familiale entre Jacob et Ésaü, c'est la scène entre l'un qui a tout et qui s'enorgueillit de son monde, il s'agit de Jacob, et l'autre qui a beaucoup et qui s'enorgueillit de son empire, et ça c'est Ésaü. De là, la guerre de l'intelligence et de la puissance sera une guerre de l'accumulation, et donc de la prolifération, de la production, de ce que des philosophes contemporains comme Pierre Quay appellent l'être, et l'être comme sa propre production, avec l'intelligence, l'extériorité, le dehors de cette prolifération, ce dehors à la fois infiniment fragile et vital, que j'appelle l'objet de plus, et qui est quoi? Qui est un bâton. Il va être question ce soir de ce bâton. Il va en être raconté l'histoire d'une certaine manière. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ce qui s'est passé avant dans mon récit, déjà pourquoi mon récit ne parle pas de Jacob et d'Ésaü, des Juifs et de Rome, parce que la langue française ne le supporterait pas, je dirais ça comme ça, parce que c'est inconvenant.
Et que du coup, j'ai déplacé tout cela très arbitrairement dans un récit de l'histoire qui se conçoit dans mon tome 1 entre deux bords, pas Guy Debord, entre deux bords, entre d'un côté l'an 1000, comme début de l'histoire au sens où on la vit ici, puisque c'est l'histoire d'une certaine, c'est la grande formation des nations, et un jour de 1945, le 8 mai 1945, où il se passe des choses que l'histoire a oubliées, mais qui pourtant sont beaucoup plus importantes encore que la victoire finale du 8 mai 1945. Qu'est-ce qui s'est passé en l'an 1000 ? Il y a une petite famille avec deux frères jumeaux qui s'appellent non plus Jacob et Ésaü, mais qui s'appellent Elias et Hermann, qui sont les fils d'un homme sublime qui s'appelle Har von den Rose, qui habitent au début dans la Frise, et puis qui ensuite se déplaceront en Suisse, à Sion, dans le Valais, rien à voir avec la Sion que vous imaginez. Et dans cette famille, il y a une intelligence suraiguë qui plane. Le père, Har, est un très grand maître, et il a deux fils dont la destinée sera immense. Celui qui s'appellera Hermann va d'une certaine manière régner millénairement sur le monde, sous la forme d'un cadavre en décomposition avancée, d'un corps de tourbe à l'existence absolument pas infinie, mais en tout cas terriblement longue. Quant à Elias, jumeau, si l'on peut dire, de Jacob, sa vie sera beaucoup plus brève. Mais ce qu'on peut dire d'Elias par rapport à son père Har, qui ressemble beaucoup à Abraham, c'est qu'il est justement d'une immense liberté. Tandis que son fils, adorateur de tandis que son frère Hermann, adorateur de son père, lui est au contraire totalement fossilisé déjà dans l'admiration du père, et ça donnera de lui le personnage fossile qu'il continuera à être pendant un millénaire. Pourquoi ? Parce que précisément, Har l'a reçu, cet objet de plus. C'est-à-dire ce bâton. Ce bâton dont les textes talmudiques, midrashiques disent qu'il était le bâton d'Adam, puis qu'il est ensuite devenu le bâton de Moïse, à travers des pérégrinations. Il est passé par Noé. Et cet objet de plus, qui sera donc le bâton par lequel s'ouvrira la mer, qui sera le bâton par lequel s'inventera le peuple juif, par lequel se constituera la possibilité de ce peuple voué à ce dépassement. Ce bâton va échoir à Har, qui en sera gêné. Et en même temps, ce Har en question a été l'ami intime d'un moine extrêmement intelligent qu'il avait connu à Cordoue, et qui s'appelait Gerbert d'Aurillac, et qui deviendra sous un autre nom Sylvestre II, pape qui sera l'un des premiers à inventer un rêve de l'Empire, un nouveau rêve de l'Empire. Après Charlemagne, un nouveau rêve de l'Empire romain restitué. Et ce rêve de l'Empire, ce sera l'Empire ottonien. Or, ils sont venus demander conseil à Har sur le secret qu'il convient d'instituer au fond de cet empire. Mais surtout, ils sont venus demander à Har ce qu'il fallait faire d'un objet dont ils étaient terriblement encombrés, dont lui, le pape, était terriblement encombré, qui n'est pas, de loin pas, ce que j'appelle l'objet de plus, mais qui était, la légende le veut dans les récits de la vie de Gerbert d'Aurillac, devenu Sylvestre II, une tête. Une tête gainée dans du métal, que moi je dis de tourbe, évidemment. Tête qui parlait et qui donnait au pape ses conseils et qui horrifie littéralement le pape. Et Har donne comme conseil au pape de l'enterrer, de ne plus en entendre parler. Et on verra que ce conseil, le pape tentera de le suivre, mais que finalement, il ne sera pas suivi. Donc ça, c'est ce qui se passe dans l'an 1000, c'est des récits, en gros, d'une petite famille de marginaux singuliers, immensément singuliers, et d'un empire en construction. Et puis, le rejeton le moins singulier de la famille, Hermann,
sera irrésistiblement attiré par l'attraction de l'Empire et va devenir l'empereur secret qui régnera sur le monde. Au prix de quoi? Au prix du meurtre de son frère, Élias, du vol du bâton qui, après avoir échu à Har, avait échu à Élias, et ensuite de sa conservation impossible de l'objet de plus qui ne peut pas être un sceptre ou l'outil d'un pouvoir, mais qui, au prix d'une souffrance monstrueuse, va servir effectivement à cela. Qu'est-ce que ça veut dire, cette énorme métaphore? Ça veut dire ce que j'appellerais pas une thèse, mais ça veut dire que d'une certaine manière, l'histoire se nourrit de l'objet de plus. En tout cas, que l'histoire de l'Occident, la grande histoire, l'histoire occidentale, comme vertige d'une puissance immense, s'est nourrie de cette relation parasite à l'objet de plus. D'une certaine manière, la tourbe a parasité l'objet de plus. Et cette tourbe qui parasite l'objet de plus, c'est ce que cristallise le personnage d'Herman. De l'autre côté, en 1945, on est dans un château en Écosse où se trouve un lord qui s'appelle Lord Ian Stuart Bute, qui est un très grand compositeur, puisqu'il n'est rien d'autre qu'un déplacement en Écosse de l'immense Sibelius, que pour des raisons complexes, j'ai installé là-bas, à l'extrême ouest, puisque précisément tout le livre sera un voyage de la modernité vers l'origine, d'ouest vers l'est, vers la Germanie primordiale. Et ce Lord Ian Stuart Bute, très copain avec Sir Winston Churchill, qui lui envoie des cigares pour ses anniversaires, comme Churchill envoyait à Sibelius des cigares, ont invité un troisième larron qui s'appelle John Rowell Reginald Tolkien, auteur d'un livre qu'ils ont lu en version piratée qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, et ils ont invité ce troisième larron sous l'instigation d'un mystérieux personnage de Butler qui s'appelle Mulligan, et qui est un personnage absolument angélique dont Ian Stuart Bute ne comprend pas très bien les capacités anormales d'humanité, de profondeur, d'intelligence. Et c'est Mulligan qui a dit à Ian Bute, le compositeur, d'abord je sais que vous êtes en train de composer la 8e symphonie, Sibelius a brûlé sa 8e symphonie, et je sais que cette 8e symphonie concentre quelque chose comme le secret des secrets absolument fondamentaux. Vous avez par l'art, par la voie de l'art, d'une certaine manière comme Churchill par la voie de la politique, en tout cas pas de la politique, mais de l'histoire, du dessin de l'histoire, du dessin artistique de l'histoire, ou comme un Tolkien par la voie du délire littéraro-poétique qui s'était emparé de lui. Vous avez touché à quelque chose qui est au cœur de ce qui est à l'œuvre. Et autrement dit, Mulligan sait ce qui est à l'œuvre. Et pourquoi Mulligan sait-il ce qui est à l'œuvre? Parce que Mulligan est, à nouveau, personnage biblique, l'un des 70 hommes. Car il y a 70 hommes qui depuis Noé sont le socle vital sur lequel repose l'humanité. Et parce qu'il est un de ces 70 hommes, les 70 hommes sont, si on peut dire, l'humanité dans son extension, par opposition à cette exception que constitue Élias et que constitue l'objet de plus. Mais cette humanité en extension a toute la dignité la plus grande possible, et c'est elle qui sait à quel point il convient d'admirer finalement cet élément supplémentaire, cet unique supplémentaire qui, d'une certaine manière, dirige un faisceau de rayons qui vient de tous côtés dans sa direction. Précisément, le chapitre que je vais lire s'appelle « Visite aux 70 hommes ». Et donc, il s'agit de régresser dans le temps pour décrire, justement, l'histoire de ce bâton et la relation que les 70 hommes ont entretenue avec ce bâton, cet objet de plus.
Donc voilà le chapitre 11. 1656 ans après la prise du bâton par son premier maître, soit 4959 ans avant le concert de Mount Stewart. Le concert de Mount Stewart, dernier élément narratif que j'ai omis de raconter, c'est le chapitre précédent. Justement, cette symphonie d'Ian Bute a été jouée, exécutée, devant Tolkien et devant Churchill, qui ont été bouleversés et qui ont rêvé en écoutant cette musique de choses extrêmement intimes, mais qui étaient au cœur de leur intuition la plus profonde. Nous sommes au temps de Noé, dont je parlerai moins que d'un de ses descendants, que je ne nommerai pas hélas, mais qui fit en terre du Nord de si grands ravages, quoiqu'il fût docile et fasciné, que le monde ne s'en remettrait pas. Je vous dis tout de suite, c'est l'un des 70 hommes qui va être un caillou dans la mécanique. Et celui-là sera, si on l'appelait en nom biblique, on l'appellerait Ashkenaz, ce sera le père de la Germanie, justement. Donc voilà la narration du bâton. D'abord, il y eut l'homme, ou plutôt celui qu'on nomme Adam, c'est-à-dire celui qui reçut le premier, le bâton. Beaucoup plus tard, après que les fils de l'homme se furent dévoyés, il y eut l'homme triste qui, en français, porte le nom de Noé. Il se souvenait du premier maître du bâton. Un jour, il s'interrogea sur son nom, qui en hébreu se prononçait Noach, et signifiait qu'il était en repos. Repos, enrageait-il. Comment une patte comme la mienne se retrouvera-t-elle dans le nom qu'on lui a donné? Aussitôt, en manière de réponse, il imagina un port, d'où les bateaux partent et accostent au coucher de soleil. Tout cela était d'une douceur à laquelle il n'avait jamais goûté. Les enfants jouaient sur le rivage. Quelques hommes se disputaient. Et d'eux-mêmes se battaient, la mer et le vent soufflaient. Ce jour-là, quoique sa peau continuât de le brûler un peu et que son souffle restât court, il s'était vu vivre un moment de paix, en effet. Le tableau en question, Claude Lédy-le-Lorrain, port de mer au soleil couchant. Son visage, celui de Noé, était raviné par les soucis et les coups du malheur. Des plaques rouges par endroits, des pommettes saillantes, une peau glabre et tourmentée et des yeux gris, qui semblaient refléter des rayons à travers un nuage, comme s'il hésitait entre les larmes et la pensée. Il n'avait pas goûté, ou si rarement, à la joie d'un regard calme, lent, définitif, sur le ciel, le soleil ou un arbre, une branche ou la tige d'une plante. Les hommes le hantaient et lui donnaient bien du mal et de la misère. C'était avant que le monde, ou ce qu'ils en faisaient, ne s'effondra sur lui-même. On appelle le déluge. Un jour, il sortit de chez lui et leur dit « Vous êtes sur le point de perdre tout ce que vous aviez gagné sur les bêtes qui se taisent, car leur silence peut être le signe de leur supériorité pour peu qu'il n'y ait plus dans votre bouche que des mots pour votre chute. » Il reçut des cailloux, des crachats et des rires. Il rentra bien vite, car il ne voulait pas mourir, malgré sa peine. Alors, il trouva dans sa maison, posé sur la table qu'il avait construite de ses mains, le bâton. Sa consolation fut infinie au premier instant. Puis aussitôt après, il se revit en pensée, et se trouva tellement insuffisant et laid que le bâton lui inspira la terreur de lui-même et du monde. Lui qui s'était réfugié sur le bateau, où il vivait ainsi qu'en mer, tant la terre sèche et corrompue lui avait déplu, le regretta. Il songea qu'il devait au monde un retour. Ou est-ce le monde, désormais lavé, qui le lui inspira? Parfois, des événements horribles vous rendent ensuite un espace neuf, comme un premier matin. Faut-il encore avoir la force de s'y tenir, et de se tenir à quelque chose parce que le monde, trop vaste et inconnu, vous intimide? Il se mit en quête d'un arbre, qu'il chercha des yeux après avoir accosté et trouva quelque part un arbre extraordinaire qui exauçait tous ses vœux. Son tronc était aussi large que ceux d'au moins 3 vieux platanes, et son feuillage dansait sur toutes ses branches dont il s'était fait une sphère. Cet arbre, dit-il, est comme l'orbe du monde. Il était arrivé très loin de sa terre natale. Cette fois, un vrai mouvement, et non celui des plantes et des animaux, l'avait conduit. Il savait qu'il avait un effort à accomplir. Réunir ceux sur qui il pouvait compter, parce qu'il procédait de lui, afin de répondre à cette convocation
que lui avait signifié l'objet de plus. À lui seul, il ne se savait pas digne. Mais le nombre, si rarement, mais peut-être, compenserait sa faiblesse. Noé avait atteint un très grand âge et s'était vêtu de laine et de lin blanc, lapsus révélateur. Il s'était rasé entièrement le crâne et la barbe. Tout blanc avec un petit crâne rond, il était un petit homme fragile devant un arbre très beau et très ancien. Il avait 3 fils et beaucoup de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants car sa vie avait été fort longue. En ces temps-là, les noms pouvaient se passer comme de bons vêtements solides d'un homme à un autre. Peut-être y avait-il eu 10 hommes dans le premier nom, ou davantage, et tant d'autres dans le nom du second. Il en fut ainsi de tous ses descendants. Le nom de chacun d'entre eux, et tout ce qu'il contenait, vivait et vit encore, dans des vies successives. De cette découverte, il avait déduit une assurance qui, sans qu'il en prît toute la mesure, fut la plus grande idée de sa vie. Il pouvait convoquer tous ces hommes sans être leur patriarche. Son défaut de grandeur et son besoin de leur aide concourraient à assumer la tâche. À défaut d'être père, tout l'homme serait un fils. À défaut d'être unique, il serait un nombre plein. C'est qu'ils avaient atteint le nombre de 70. Le moment était venu de leur assigner leur tâche, car ce nombre les libérait des limites de la famille et en faisait une masse humaine. On l'a oublié, mais ce fut un grand jour pour eux. Une loi avait remplacé la puissance du Père. D'autres masses humaines existaient alors, mais elles étaient entièrement recouvertes par les voies paternelles. Les pères sont souvent si orgueilleux pour si peu, si bien que le sachant, ils tiennent étroitement leurs enfants dans leurs raies, les condamnant à une réplication atroce. C'était le seul défaut qu'il ne se connut pas. Pourtant, les fils de Noé croyaient impossible d'échapper au lot commun. Alors Noé montra l'objet de plus. Tous regardèrent le bâton. La paix régna entre eux tandis qu'ils devenaient étrangers les uns aux autres. Noé leur dit : « Sires et rois, avant de recevoir vos couronnes, vous êtes devant ce bâton les 70 hommes. En ce jour, vous êtes soudés par l'affection mutuelle que vous placez entre mes mains. Il faut à présent que vous habitiez le monde sur toute sa surface, même si cela vous accable. Ce chiffre que vous avez atteint, reprit-il après un silence, je voudrais que vous ne le dépassiez pas, qu'il reste ce qu'il est, parfait, et que sa perfection s'infuse à tous les hommes. Vous resterez 70 dans le temps et dans l'espace, aussi longtemps que durera le monde. Chacun d'entre vous maîtrise grandement quelque chose. Chacun repartira chargé de son génie. Enfermez-y votre souvenir de ce bâton, car si vous l'oubliez, lui, vous en mourrez. Moi, je ne survis que de ma crainte excessive, vous ne pouvez m'imiter. L'arbre immense était parcouru d'une brise riche et dorée. Tous étaient repartis. L'ancêtre avait été enterré et pleuré. Les uns étaient allés par les rivières, d'autres par les déserts. La plupart avaient traversé des campagnes où sont des herbes, des arbres, parfois des villes. En leur présence, les nations du monde acquéraient de l'éclat et de la profondeur. De grands arts, de grandes pensées et de hautes actions furent la parure de ce que les 70 hommes leur offrirent. Le monde, dans toute son étendue et toute sa durée, prenait un sens. Un seul avait l'âme malade. Et le disait, il avait peur de sa propre langue. Il avait inventé la langue germanique et son œuvre le terrifiait. Au lieu de partir comme les autres, il s'était figé tout près de l'arbre, au pied duquel le bâton avait été laissé. Il ne regardait pas l'arbre, mais l'autre chose. Die Meersache, l'objet de plus, il le dévorait des yeux. Son fils inventa la langue française pour échapper au malheur de son père. Tout se simplifia, se clarifia. Dans sa bouche, les mots semblèrent disposés par avance avec cette évidence qu'on observe dans l'étiquette royale. Tant de perfection l'exalta, et il crut à la supériorité de sa langue. Il voulut corriger son père. Toute ressemblance avec des personnages, vous connaissez. Alors, trahissant le commandement de l'ancêtre, il repartit en arrière.
Comme mon père est malheureux, se disait-il en chevauchant. Au loin, il vit une silhouette haute et immobile et figée à la semblance de l'arbre, son père. Dans sa main, le bâton. Et la main qui tenait le bâton était entièrement noire, carbonisée. « Mon père, qu'as-tu fait » demanda le fils dans l'idiome ancien. « J'ai voulu écouter la leçon de l'ancêtre. Je suis trop bon et trop naïf. Mon admiration et ma pureté m'ont perdu, dit le père à rien du plice. À présent, le bois du bâton me dévore et les lettres folles qu'il a écrites et que je ne sais lire m'obsèdent, me terrifient et m'enchaînent. Viens, mon père, appuie-toi sur mon bras. Je ne peux plus lâcher le bâton. J'ai très mal en le tenant, mais je mourrai en le lâchant. Alors tiens-le, je te ramène chez toi. » Certains jugeront que le fils était aussi duplice que son père. N'aurait-il pas dû oublier son sentiment filial et faire valoir la grande loi qui dépassait à présent les liens du sang et lui dire que le bâton ne lui revenait pas? Était-ce lâcheté? Était-ce complaisance? Outrecuidance? Certains jugeront que l'Europe en était entièrement tissée, comme la face du monde du nez de Cléopâtre. À la fin du voyage, le père délirait. Il voyait des poules qu'il entendait parler, il voyait des rochers moussus qui devenaient des hommes, et l'eau dégoulinait en accents sentimentaux. Il voyait des sorcières sur les rochers qui peignaient leurs cheveux verts en appelant la mort dans des sonorités horriblement sensuelles. Il poussait des cris ambigus en croyant voir partir devant lui des hordes conquérantes. Après avoir traversé une forêt, ils accédèrent à une clairière peuplée d'étranges rochers. « Ich bin romantisch » hurla-t-il en pensant à son fils. Note de bas de page. Il est vrai que le romantisme des Allemands fut plus criant que celui des Français. Quoi qu'on puisse dire qu'en se voulant romantiques, les Français se replacent à leur origine ancienne, germanique, dont les Francs avaient masqué la fatalité en adoptant le latin. Cela sera compté plus loin. Puis il dit « Ce sont les Externsteine !» En bas de ces rochers était une tourbière. C'est d'elle que procèdent toutes les autres. Le père, « Cette fois non plus, mon fils, je ne peux plus avancer. » Le fils, « Tu as les pieds dans l'eau, mon père. » C'est cela que mon mal commande. Lâche ce bâton qui te tue. Tu dis vrai, mon fils, il me tue. Il est des mélanges qu'il ne faut pas faire. Le muscle de la bête avec les fibres de la plante, ce qui vit avec ce qui meurt. Il fut envahi par une toxicité qui travaillait son âme, comme dans la tourbe où il était déjà végétal à demi, des mutations s'opèrent lentement, insidieuses et fatales. Le bâton tomba de ses mains. 3 paysans passaient par là. Ils avaient vu l'objet de plus, alors ils en firent ceci. L'homme s'appellerait Odin, le bâton qui était tombé s'appellerait la foudre, et l'arbre au pied duquel il avait expiré s'appellerait Yggdrasil. Car les lettres du bâton s'étaient gravées dans leurs yeux, et eux s'étaient empressés de les jeter sur l'arbre qu'ils nommèrent l'arbre des runes. Après qu'Odin, entre guillemets, fut enterré dans la tourbe, ils jurèrent qu'ils avaient vu se refermer sur lui les portes du Valhalla, tandis que la chimie du sol le transformait doucement. Un jour, un nommé Goethe pourrait s'en amuser. 3000 ans plus tard, Sylvestre parvint exactement à ce lieu où des paysans récoltaient de la tourbe sèche en chantonnant des airs du pays. Il s'était rendu en grande hâte au moment qu'il avait été désigné pour succéder à Pierre. Quelque chose de fort beau l'inquiétait dans ces mélodies, l'horreur des Saxons non encore matée, pensait-il, de leur terrible religion bâtie sur un arbre, sur des corps de combattants et sur un dieu fourbe qui manie la foudre et les runes. Il vit un grand trou où fumaient encore les restes d'un brasier de la veille. Irminsul, nom saxon de l'Yggdrasil nordique, avait été abattu par les armées de Charlemagne, ainsi qu'en témoignaient les bas-reliefs sculptés sur les rochers des Externsteine. Pourtant, Yggdrasil, l'arbre des runes, persistait dans le cœur des Allemands. La même folie planait dans ces âmes. Dans cette langue, se prit-il à penser. Soudain, il se retourna. Le paysan poussait un cri. À son appel, un autre, qui travaillait un peu plus loin, arriva en courant. Les 3 hommes, Sylvestre et les 2 paysans, regardèrent dans les yeux de cette chose qu'ils avaient déterrée, de ce corps entièrement brun, un corps qu'on aurait momifié comme en Égypte. Non, un corps de tourbe.
Fin du chapitre 11. Chapitre 12, nous revenons en 1945. Le concert de la 8e symphonie a eu lieu. Et le concert s'est terminé bizarrement par une dissonance non écrite dans la partition, provoquée par un percussionniste clandestin, qui se trouve avoir été en vérité l'espion d'Hermann, puisqu'Hermann est toujours vivant, comme vous savez, comme nous le savons tous, depuis sa grotte de Sion, et qui a, donc il a toujours des gens très très intelligents et très très extraordinaires à son service. Et Hermann a envoyé un petit personnage dont j'ai déjà dit non dans le chapitre 3 ou 4, donc je suis obligé de vous le dire maintenant aussi, pour une de ses bases œuvres, en l'occurrence zigouiller Mulligan, et inviter Jan Stuart Bute à Sion pour que ce génie qui avait deviné musicalement la vérité de la tourbière se trouve face au maître de cette tourbe, à Hermann lui-même. Le personnage en question, grand ennemi du monde, grand contempteur du juif, était un petit bonhomme au crâne chauve, à la tête ronde, aux grands yeux, qui vont être décrits d'ailleurs, qui a écrit des livres parfaitement géniaux, parfaitement gnostiques, parfaitement en guerre, et qui s'appelle Jean Genet. Mount Stuart, 8 mai 1945, 2h43 du matin, le concert ayant eu lieu à minuit, il est quand même extrêmement tard. Et Mulligan a eu, pour clore le choc qu'avaient donné les événements qui sont produits à la fin du concert, qui vont être rappelés ici, une crise d'épilepsie. Mulligan, affaibli par l'excès d'épilepsie, murmura « Secouons-nous ». Il se saisit vigoureusement de sa canne et s'approcha de son maître pendant que l'orchestre rangeait ses instruments. Un silence assez bref avait suivi l'écoute, puis Churchill était allé féliciter les musiciens. « Votre seigneurie, dit-il à Lord Bute, nous devons nous rendre à la bibliothèque à présent. »« Pourquoi si vite, Mulligan ? Ne posez pas de questions, nous devons y aller. » Ensuite, il fila vers le Premier ministre et lui prit le bras sans ménagement en lui soufflant à l'oreille « Faites ce que je vous dis. Levez-vous tout de suite et marchez. »« MI6 » demanda Winnie, plein d'espoir et d'essoufflement. « Non, mais on a tiré sur votre aide de camp, bonne âme, juste avant le concert. »« Il est mort ? » ?»« Il est vivant. »« Qui a fait le coup ? Des nazis ? » ?»« Non, un inspiré. Il a disparu, mais n'est pas loin. » Les trois hommes, Tolkien, complètement déboussolé, ne parvenant pas à articuler un mot, allèrent d'un pas vif dans la bibliothèque. Ils se jetèrent dans des fauteuils. Ils ne parvenaient pas à parler, moitié par inquiétude, moitié par épuisement. Un moment passa, la fatigue les vainquit. Churchill s'abattit dans un ronflement sonore. Tolkien, lui, errait dans une espèce de phrase qu'il ne parvenait pas à terminer dans sa tête avant de l'énoncer. Quant à Lord Bute, sa nature taiseuse avait été puissamment confortée par cette faim en queue de poisson. Toutefois, quelque chose ne passait pas et sa somnolence n'était qu'apparente. Mulligan seul était debout. 3 coups à la porte, calme, lent. Mulligan courut au petit bureau et sortit d'un sac où il semblait les avoir apprêtés 3 revolvers. « Messieurs » cria-t-il d'un ton autoritaire. Les 3 hommes se redressèrent vivement dans leur fauteuil. « Que se passe-t-il » fit Churchill, sec et vif. « L'homme derrière la porte, il est ici. » Tolkien chargea son revolver. 3 coups à nouveau sur la porte au même rythme paisible. « Entrez » dit Lord Bute. Mulligan se précipita sur un balcon, jetant sa canne sous un canapé. Il se cachait pour les sauver. Cette fois, il savait qu'on l'avait rattrapé. Lord Bute ferma la fenêtre derrière lui. Jean entra dans la pièce. Le Suisse, Augustin Logre, aurait donné 100 sous pour voir ça. Jean avait des yeux qui tombaient, à la fois si intenses et si doux, tels 2 enfants navrés qu'un père abandonna. Son crâne était entièrement chauve. Sa voix était un peu chevrotante, légèrement aiguë. Petite boule qui paraissait mâcher les mots pour mieux les écraser, les fondre en une pâte, les dissoudre, comme s'il parlait toujours avec un fond de dégoût pour ces mots qu'il maîtrisait trop bien. Il était allé si loin dans l'art de la langue, par colère. Il n'était pas anglais, il était français. Peu lui importait qu'il fût en Angleterre, ou en Écosse,
ou en quelques lieux du même genre où se parquent les hommes de bien. Peu importait, c'étaient des hommes de bien. Le caillou de son crâne émettait une sorte de lueur, reflet de son regard si clair sous les courbes de ses sourcils qui ressemblaient à des hanches de femme. Par contraste, son nez droit et triangulaire et ses fines lèvres serraient sa rage dans leur tenaille d'où sortaient par à-coups des paroles en cris assourdis. « Je suis sorti de prison et j'ai tué », annonça-t-il avec un air calme et bon, presque mystique. « Je ne l'avais jamais fait. J'ai tiré et la seconde qui a suivi a été encore plus plate, plus molle et liquide que la précédente. Le temps continuait et il y avait un corps en sang devant moi, c'était moi qui l'avais fait. Une œuvre sans doute, quoiqu'une œuvre sans forme, seulement un serpent de sang, comme une fine verge de rubis. Il se tut un moment. Vous m'emmerdez. Que nous nous soyons rencontrés, vous et moi, est une preuve supplémentaire que le monde n'aurait pas dû être créé. Qui êtes-vous demanda John Bute, pointant son revolver vers lui. Je m'appelle Jean et j'aime les fleurs, les ânes et les tourbières. Les tourbières surtout, où tout ce qui est s'étouffe et dégénère. Vous aussi, vous avez prévu la tourbière, n'est-ce pas? C'est notre ami qui vous a prévenu, mais il n'est pas là. Où se cache-t-il donc? Votre victime n'est pas morte, et si vous cherchez Mulligan, je vous promets que vous mourrez. Ah, il n'est pas mort, le gentleman anglais? Non. Je m'en fous, c'est aussi bien. Que voulez-vous, intervint Churchill, qui venait de tourner 3 fois cette phrase dans sa bouche. Que voulez-vous? Qui venait de tourner 3 fois cette phrase dans sa bouche, son français était horriblement malaisé. Oh, vous êtes le petit gros qui a sauvé le monde. Je comprends le français, s'écria menaçant le Premier ministre. Moi, pas l'anglais. J'ai appris seulement le français et le latin pour la messe. Que voulez-vous, insista Churchill, il était largement en mesure de lui envoyer un pruneau après Dresde. Je ne veux rien. Je suis là et je tente de m'accompagner de ce fait, tout ce que je déteste. Pourtant, il le faut bien. Je vais appeler l'armée. Vous serez arrêté. Non, je ne serai pas arrêté. J'ai un maître qui réglera ça très bien. Qui est votre maître? Le temps. Je l'ai connu en prison. Je l'ai regardé détacher doucement des copeaux de peinture grise et dissoudre grain à grain une grosse spatulée de ciment au-dessus de mon lit. Je l'ai interrogé et à son rythme il m'a répondu. J'ai compris et j'ai appris à lire en lui pour écrire en français mieux que jamais personne n'avait écrit. Ils allaient voir. J'étais une bête de labour. Il s'absorbait dans son passé avec un air plus rêveur, mais décoré de crocs. Alors j'ai été sorti de prison à tout jamais, à cause de mes mots, de mes paroles écrites. C'est écrit à présent. Personne ne pourra plus m'enfermer. Et si je vous tue? Churchill ne tuera pas Genet. Cela n'aurait pas de sens. Genet, je ne connais pas. Tout le monde connaîtra bientôt. Vous êtes un visionnaire. Vous voyez toujours avant de savoir. Il bondit, souple comme un lynx, sur le balcon où il était certain de trouver Mulligan. Ils s'observèrent seulement. Dans ces secondes qui les mirent en présence, sur ce balcon qui allait retarder l'inexorable, tout leur être se concentrait. Genet avait un regard chaud et fort, car il sentait culminer toute l'œuvre de sa vie, tuer enfin l'un des 70 hommes, sacrifier l'œuvre de Noé. Mulligan avait l'air triste. Ils se dévisagèrent encore. Chacun faisait ce qu'il croyait devoir faire et pensait comme il le pouvait. L'un et l'autre avaient de grandes lueurs parfois. Pourtant, leur manque et la certitude qu'ils étaient faibles et ignares les rendaient tous deux très fragiles. Il y avait seulement ceci. Mulligan devait être anéanti et Mulligan allait presque obéir. Tu as déjà eu affaire à d'autres comme moi, hein? D'autres anges, mon espèce, demanda Genet à l'oreille de Mulligan. De quoi parles-tu? S'exclama Mulligan dans un rire presque joyeux. Un ange! Genet fut vexé. De toute façon, il avait dû, en présence des 3 autres, surseoir à son exécution, mais ce n'était que partie remise. Par ailleurs, il avait une invitation à transmettre. Lord Bute, qui était courageux, alla sur le balcon où il fut giflé par une bourrasque. « Quel vent, votre seigneurie! Il faut rentrer, dit Mulligan. « Oui, il faut rentrer chez vous, mais vous allez repartir,
dit Genet en s'approchant de la porte après avoir marché sur le pied de Churchill. Il parlait à Jan Bute. Vous savez que vous n'auriez pas dû faire jouer votre symphonie. Heureusement que j'étais là avec mon petit triangle, ajouta-t-il en le sortant de sa veste. Pourquoi demanda Lord Bute. Le prêcheur à Sion veut que vous alliez le voir. Faites-moi confiance, je m'y connais en curé. En le regardant dans sa soutane avec son grand bâton, j'ai découvert mon art, le plus grand de tous. Il paraît que vous êtes pas mal dans votre genre. Partez, lança Churchill. Vous viendrez, insista Genet après avoir passé la porte tournée vers Jan Bute. Vous savez qu'il s'agit de votre musique. Il paraît que toute l'histoire y est. La sienne s'entend. Il veut vous en parler. On ne peut pas se soustraire, vous le savez, quand il s'agit d'en finir avec soi-même. Je viendrai. Bien. Au revoir, Jan Bute. Il fit la révérence comme une fille et dit cérémonieusement « Monsieur le Premier ministre ». Puis au bout de quelques pas, alors que Mulligan alla fermer la porte tandis qu'il avait atteint l'escalier, « Mulligan, il ne faut pas être triste. Adieu, d'accord. Adieu. » Un vague souvenir traversa furtivement l'esprit de Mulligan. Un homme de lettres, pensa-t-il. Un peu préoccupé, il finit par répondre entre ses lèvres. « Adieu, oui, adieu. » Dernier chapitre, très bref, 2 pages. 13e chapitre. On retourne dans l'an 1000, on retourne chez Haar, on retourne dans le nord de l'Allemagne, côte de la Frise. Et puisque j'avais fait un long flashback qui avait raconté comment Gerbert d'Aurillac, Sylvestre II, avait déterré ce corps de tourbe, où il allait découvrir sa fameuse machine parlante, cette tête de tourbe qui l'horrifiait, et qui était donc qui procédait de la tourbière, mais qui procédait aussi de l'Allemagne. Haar se décide à partir de là où il était, parce qu'avoir reçu la visite du pape et de l'empereur, alors qu'on se cache comme un petit juif dans son coin, et avoir pesé sur l'histoire au point où il l'avait fait, en donnant ce conseil, faisait que sa vie devenait menacée. Et donc, Haar décide de partir et d'emmener sa famille avec lui. Dès le lendemain de la visite du pape et de l'empereur, Haar se décida à partir. Il ne pouvait plus demeurer à Norden. « Je suis lasse, je me sens épuisé, dit Martha, son épouse. Je n'ai guère la force d'un voyage. Il le faut pourtant, mon aimé. J'ai laissé quelque chose dans la montagne où je t'ai épousé. Nous devons retourner là-bas, mais pourquoi ? Parce que j'ai fait la même sottise que j'ai recommandée à mon ami Gerbert, parce qu'il m'avait troublé plus que de mesure. J'ai laissé derrière moi la seule chose précieuse que j'avais. Lui, s'il m'écoute, pourra finir par m'en haïr, même si j'ai été sage avec lui. Mais moi, je n'ai pas été sage, j'ai été lâche. » À Sion, Haar avait rencontré 2 merveilles. La femme qu'il avait épousée, et chez le père de celle-ci, qui le lui avait offert en espérant qu'il parvint à en lire les Écritures, un bâton. « C'est un trésor qui a traversé les âges du monde, lui avait confié le vieux maître. Il est aussi précieux par ses siècles que Martha l'est par sa jeunesse. Mais à moi qui en suis le gardien après l'avoir reçu, il reste incompréhensible. » Alors, ainsi le bâton avait choisi Haar à son tour, mais sans enthousiasme, comme si quelque chose dans l'homme, et non pas dans le bâton, les objets inanimés n'ont pas d'âme, avait décidé de ménager dans le destin de l'objet une sorte de pose grise. Le bâton, engravé de lapis lazuli, luisait faiblement. Cependant, dès qu'il l'avait saisi, Haar avait lu dans ses lettres un mot. Un seul sur l'objet de plus, mais qu'il avait compris. Contrairement à ses anciens maîtres légitimes qui lisaient sur lui comme en un livre, il suspendit l'expérience et sursit au déchiffrement. Cela lui avait suffi. Le bâton était bien à lui et lui parlait, mais il ferma les yeux. Haar se montrait humble car son époque, croyait-il, l'exigeait. Il était certain que trop de hâte les aurait tous perdus. Avait-il eu raison ou tort ? Surmontant l'amour et la crainte, ces 2 sentiments égaux devant l'objet de plus, il l'avait enterré dans un endroit à l'écart. Mais à présent, le souvenir de Gerbert, lui demandant que faire de cette monstrueuse tête, en même temps que son conseil arraché par la question du pape le terrifiait.
Il craignait que son ami, ne l'écoutant pas, veuille faire un détour par Sion. Si la tête parlait, peut-être savait-elle où était le bâton, elle, qui survivait seulement par lui. Ils arrivèrent, Har suivi de Martha. La maison de son beau-père avait brûlé quelques jours après sa mort, dont il n'avait jamais reçu la nouvelle. Désormais, c'était une triste ruine et Martha pleura doucement. Tellement pressé par sa tâche, Har laissa sa femme et fila au-dessous des 2 petits rochers au bout de la ville, qui faisaient face fièrement au Beach Horn, la grande montagne. Une tourbière, encore et toujours. Qui dira un jour pourquoi le bâton a toujours été sali par de la tourbe? Il le chercha et ne le trouva pas. Alors il devina qu'il était coupable. Coupable de l'avoir enterré, coupable de l'avoir refusé. Le gardien avait failli à sa tâche, resté devant une porte qu'on l'avait chargé d'ouvrir. De retour chez lui, il sentit qu'une pellicule de lumière avait été ôtée aux choses. Il se sentit en exil, alors qu'il avait, sa vie durant, été partout chez lui. Martha n'était plus. Elle avait préparé le déjeuner des 3 hommes de sa famille. Elle avait écouté Elias un moment, puis elle était allée regarder Hermann se démener avec un livre. Hermann était vaillant et courageux en toutes choses. Aussi demanda-t-il à son esprit, afin de se faire aimer du Père, des prouesses qui le torturaient. Quant à Elias, tout était si aisé, il était si clair. Puis elle s'était allongée en attendant son époux. Elle était morte. Har ne l'avait pas vue mourir. Les 2 fils étaient autour d'elle. Hermann pleurait. Que c'est étrange, les larmes, dit Elias. Comme si l'on offrait de son eau pour perdre un peu de sa vie. Har se figea dans l'incompréhension. Maintenant que je nous ai sauvés, Martha, maintenant tu m'abandonnes. Et il s'abattit. Sans doute le corps vivrait-il, mais certains hommes secrets savent mieux que les autres quand les choses sont terminées pour eux. Des fous, dit-il en guise d'oraison funèbre. Des fous qui croient raconter leur histoire sans connaître d'autre commencement ni fin que la mort, que l'interminable litanie des morts. Car toujours, ils se convainquent par là qu'il n'y avait dans celui qui est mort qu'une apparence de vie, et ils retournent se taire dans la tourbière. Tous s'étonnèrent de ce dernier hommage à sa femme, car il n'avait rien dit d'elle, mais à ce moment, il ne voulait pas parler d'elle, mais de lui. Et voilà pour aujourd'hui.